Rebonjour à tous, c'est le moment de redémarrer après notre pause. Je vous invite à finir vos cafés, vos boissons et à venir nous rejoindre parce qu'on va continuer. Donc, on était avec Maxime dans comment développer notre propre R2D2, même si ce n'est pas pour demain, ça va bientôt arriver. Et donc, nous allons reprendre cette dernière partie de notre journée et de nos conférences avec nos deux chevaliers Jedi du recrutement que j'invite à monter sur scène, Thibaut Vatigran et François Carluet. Donc c'est au recrutement nos Han Solo et Luke Skywalker. Avec eux, en fait, on va aller découvrir Aglaé Alpha, leur innovation récente qui repousse les limites en s'attaquant aux interactions humaines dans le processus de recrutement, qui étaient autrefois jugées un peu trop complexes pour être automatisées, mais eux, ils s'y sont attaqués, ça ne leur a pas fait peur. Et on va aller voir un peu un autre aspect de comment on va combiner des solutions no-code, low-code avec Gen AI, et pour continuer dans notre thème, pour un mix explosif digne de la guerre des étoiles. À vous, Thibaut et François. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé le goûter l'après-midi pour rester là nous écouter. On va effectivement parler d'un sujet qui est notre usage de la Gen AI avec quelques particularités. La première étant que ça a été pour nous un usage qui est cœur de métier. Donc on fait du recrutement et on est en train de disrupter la manière qu'on a de faire du recrutement. Et la deuxième particularité a été effectivement dans l'utilisation de solutions no-code et d'une architecture un petit peu ad hoc pour faire ça. On va parler en 3 temps. D'abord, on va rentrer dans le vif du sujet en vous montrant qu'est-ce qu'on a mis en prod, et ça fait 2 mois et demi que ça tourne. Ensuite, on fera une seconde partie sur le comment et sur l'architecture qu'on a choisie. Et enfin, on partagera les apprentissages qu'on en tire. Et on a choisi de venir en binôme pour porter la double voix produit que je vais représenter et la voix software que François va représenter. Donc pour ma part, je suis Thibaut Vatrigan, je suis responsable du produit chez GoJob et je gère aussi toute la dimension no-code ou low-tech dont on va parler. Je ne sais pas si ça marche. De mon côté, François Carluet, donc software engineer chez GoJob, et je suis ici pour vous décrire le rôle qu'a eu le software dans ce projet. Et dans ce projet, du coup, qui rassemble à la fois no-code, software, et qui est centré autour de la Gen AI. Temps 1, notre cas d'usage qu'on a mis en prod. Donc pour bien comprendre le cas d'usage, il faut comprendre un petit peu qui on est chez GoJob. Donc GoJob, on est une scale-up, on est une plateforme de recrutement. Très concrètement, on met en relation des candidats qui cherchent un job avec les entreprises qui cherchent à recruter. Et ça, notre mission, c'est de le faire à la fois en instantané, et on va voir que la tech, ça peut aider, at scale. Donc on a démarré il y a 6-7 ans en France, et on s'est déployé aux USA il y a 2 ans. Chaque semaine, on emploie 1500 nouvelles personnes. Donc ça, c'est les personnes qui passent dans tout notre funnel. Donc ça veut dire qu'en termes de nombre de candidats, on va aller interagir avec une multitude de candidats. Et le dernier point de notre ambition, c'est de le faire avec attention. Et c'est parfois paradoxal d'associer des technologies telles que la Gen AI pour échanger avec des utilisateurs et l'attention. Et on va voir comment est-ce qu'on est arrivé à faire tout ça avec de l'attention. Tout ça, on le fait avec de la tech. Donc on est avant tout une boîte de tech. On a une équipe d'une 40aine de profils qui sont des développeurs, des no-codeurs, des data analystes, des data scientists. Et depuis 6 ans, on a beaucoup travaillé déjà. On avait automatisé toute notre chaîne de valeur avec des automatisations sur le recrutement, sur les process de recrutement, sur le sourcing de candidats, avec des automatisations sur toute la partie paye. Mais il nous manquait le dernier maillon finalement, qu'on n'avait pas réussi à craquer. C'était comment est-ce qu'on peut automatiser les interactions humaines qu'on a avec nos candidats, qu'on a avec nos travailleurs. Et ça, quand on est une boîte qui embauche 1500 nouvelles personnes chaque semaine, des interactions humaines, on en a en masse. Et c'est ça qu'on va vous présenter. Donc un petit focus sur notre cas d'utilisation. Donc chez GoJob, on est une boîte d'intérim. Donc notre objectif, c'est de répondre aux besoins de notre client qui est en bas à droite ici. Et on veut y répondre avec des candidats qui sont qualifiés pour la mission qui est proposée par le client. Donc on veut s'assurer que la personne fit vraiment avec l'offre d'emploi. Et aujourd'hui, on a des recruteurs en interne qui appellent un grand nombre de candidats tous les jours pour valider un certain nombre de critères et vérifier que, du coup, que ces candidats sont bien adaptés pour l'offre d'emploi. L'objectif de ce projet ici, c'est de leur faciliter la vie, de leur augmenter leur productivité et qu'ils aient en fait en arrivée que des candidats, ou en tout cas un maximum de candidats qui vont finalement bien aller en mission derrière, augmenter cette probabilité que la personne qui est appelée par le recruteur aille bien en mission ensuite chez le client. Et donc pour faire ça, on a créé notre projet qui s'appelle Aglaé Alpha, qui est basé sur de la Gen AI, donc en l'occurrence ChatGPT ici, et qui va en fait converser par SMS avec notre candidat, comme on va le voir sur une petite vidéo, d'ailleurs on peut la lancer, converser avec notre candidat par SMS
pour valider un certain nombre de critères. Et ensuite, en fait, quand il va arriver au moment d'être appelé par le recruteur, eh ben, il y a de fortes chances qu'il soit bien apte à aller en mission parce qu'on aura déjà validé un certain nombre de choses qui peuvent être validées en avance. Donc ici, on se met à la place d'un candidat qui a candidaté à l'offre de manutentionnaire à Pont-d'Ain, il s'appelle Thibaut, et il a reçu un message de notre système. Il dit « Bonjour Thibaut, êtes-vous disponible ?» Et donc là, commence une conversation avec ce candidat, et on voit que le but en fait de cette automatisation, c'est de vérifier ces critères, donc par exemple ici de disponibilité. On voit que en fait, les réponses vont pas seulement être oui ou non, parce que c'est une vraie personne qui répond. Et donc c'est ça qui est intéressant à utiliser ChatGPT là-dedans, c'est qu'il va être très adaptable, et on va pouvoir extraire toutes ces informations aussi derrière, vous allez pouvoir le voir. Et au passage, en fait, il a aussi un rôle d'information, puisque notre candidat peut nuancer ses réponses en disant bah oui, je suis intéressé, mais ça dépend aussi de certaines choses, ça dépend ce que c'est les tâches de la mission, ça dépend des horaires, etc. Et en fait, la configuration qu'on a fait de notre assistant ici fait qu'il y a ce double rôle en fait de validation de critères et aussi d'information de la personne pour qu'il soit vraiment au courant des bonnes choses et qu'il ne dise pas oui comme ça ou non sans avoir trop de contexte. Donc c'est vraiment la puissance de la chose, c'est l'adaptabilité de cette configuration qui fait que voilà, on va pouvoir avoir un discours qui s'adapte à la personne en face, et aussi l'adaptabilité dans l'autre sens, c'est-à-dire pour extraire les informations, puisque la personne peut répondre un peu avec le format qu'elle veut. On va être capable quand même d'extraire ces informations pour notre système. C'est une vraie démo live, hein. Simplement on avait un petit peu accéléré la rapidité des messages, parce que là ça paraissait effectivement un peu rapide. Mais ça se passe vraiment comme ça pour nos candidats aujourd'hui. Donc quelques chiffres sur ce projet. Donc comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, c'est un projet qui est live depuis le 15 septembre, donc ça fait environ 2 mois et demi que c'est en prod chez nous. En 2 mois et demi, on a 40 000 conversations qui sont en base dans notre base. Donc il y a 40 000 conversations qui ont été créées sur 18 000 candidats. Et donc c'est un projet qui tourne bien. Et il y a 5000 candidats qui ont été validés pour un job là-dedans. Donc c'est quand même un fort impact. Et on a 8 Personalized AI. Donc en fait, c'est des variantes de ce projet. La mission de cet assistant peut varier un petit peu selon différents cas d'utilisation. Donc là, on a vu vraiment le recrutement, l'assistant du recruteur. On a quelques légères variantes aussi un peu différentes. Et les impacts un peu plus concrets qu'on a eu là-dessus, donc comme je disais, le recruteur doit appeler un grand nombre de candidats pour arriver à mettre une personne en mission. Donc en fait, ce ratio, il était de 35 pour 1 avant ce projet. Donc c'est-à-dire que un recruteur appelle 35 personnes, et sur ces 35, il n'y en a qu'une seule qui va finalement en mission. Donc il y en a 34 qui sont en fail. C'est un peu dommage. C'est pas pour rien, parce qu'on récupère des informations quand même sur lui. Il y a une interaction humaine derrière, c'est quand même quelque chose qui est valorisable. Mais c'est pas aussi efficace que 2 pour 1. Donc là, avec ce projet, un recruteur appelle 2 personnes, et sur les 2, il y en a une qui va vraiment en mission derrière. Donc c'est quand même vachement plus optimal. Et donc ça leur permet de rediriger leur temps sur soit d'autres besoins clients, effectivement, soit aussi sur augmenter la qualité des conversations qu'ils ont vraiment avec les candidats qui vont vraiment aller en mission, et donc de remettre un focus sur l'humain, qui est une des grandes valeurs de GoJob. Et on va passer au comment, du coup. On va passer au comment. Et petit aparté sur comment l'idée nous est venue déjà, avant le comment. On faisait des expérimentations en GenAI, plutôt des tâches annexes chez nous, genre du support ou de la génération de contenu. Et à un moment, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui se passerait si demain, j'ai 2 entrepreneurs dans leur garage qui se réunissent et qui disent, si je killais le marché de GoJob en automatisant tout de bout à bout. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire, en fait, on va peut-être toucher à notre cœur de métier, le recrutement. Temps 1, donc on a créé cette Aglaé Alpha. Aglaé Alpha, il prend 2 points d'entrée. Le premier, c'est une description de job. Donc là, dans notre cas, on va lui dire, et c'est des informations qui vont aller dans le prompt, on va lui dire, tu es un recruteur chez GoJob, ton rôle, c'est d'aller préqualifier les candidats sur leurs prérequis et sur leur disponibilité. On en a d'autres. On a par exemple notre Personae ou notre job de gestionnaire de paie, dont le rôle, lui, c'est d'aller répondre à nos travailleurs qui ont des problèmes de paye. Bref, on en a toute une série. Donc on injecte ça en 1. Et en 2, on injecte la liste des personnes avec qui on va initier le contact. Et on est plutôt en push auprès des personnes, c'est-à-dire c'est nous qui les contactons dans un objectif très particulier qui est la conversion, comme le ferait un recruteur. On initie donc la conversation. C'est là qu'arrive le no-code. Qui sait ce que c'est le no-code ici? Juste pour... Ok, bon, c'est un peu plus que prévu. No-code, donc c'est cet outil que vous voyez là, les espèces de bulles. C'est un outil qui s'appelle Make, qui est plutôt puissant pour faire de l'automatisation. Et on a choisi d'utiliser donc Make pour orchestrer les conversations. C'est-à-dire que c'est Make qui va aller récupérer dans notre produit les bonnes infos, il va aller récupérer l'historique des conversations, et c'est lui qui va poursuivre la conversation en générant le prochain message.
Pourquoi est-ce qu'on a choisi Make comme point d'ancrage de notre solution? D'abord parce que ça nous a permis de mettre en prod quelque chose en 3 semaines. Donc on a pu mettre en prod très très vite et itérer très vite. Ensuite parce que c'est une des forces du no-code qui est d'appeler les API tierces. On l'utilise notamment pour appeler l'API d'OpenAI, l'API Twilio Studio, qui nous permet d'envoyer les SMS. Et enfin, on l'a mis pour que nos devs soient centrés sur le cœur de métier, ce qui constituera notre avantage compétitif de demain. Et je laisse François en parler. Oui, donc ce qui est central dans cette automatisation no-code, c'est la génération du prochain message. Donc si on se place au sein d'une conversation, notre but là, ça va être de générer ce qui est à droite, le prochain message. Donc le premier qu'on voit, c'est plutôt un message d'introduction. Donc bonjour Mustapha en l'occurrence, donc le candidat. Suite à votre candidature, j'aimerais savoir si vous êtes disponible. Après, en plein milieu de conversation, on va vouloir plutôt répondre je vois, donc pour répondre à ce qui avait été dit. Pouvez-vous me préciser votre adresse? Donc rebondir après sur une autre question, puisque nous, il ne faut pas qu'on perde de vue notre but, qui est de valider les critères. Donc ça, c'est notre objectif dans cette étape, et c'est notre premier cas d'utilisation très concret de ChatGPT dans ce projet. Donc pour ça, il faut lui injecter un prompt. Et du coup, là-dessus, on va mettre une attention particulière à sa construction parce que un prompt de bonne qualité, ça va donner des résultats de bonne qualité, ou en tout cas, un prompt de mauvaise qualité va donner des résultats de mauvaise qualité, ça on peut être sûr. Et donc, dans notre cas, le prompt va pouvoir se décomposer en 3 parties. Donc, une première partie qui est vraiment l'assistant, la configuration de cet assistant, on va dire de manière générique, c'est-à-dire ton rôle, c'est de valider les candidats sur un certain nombre de critères qu'on va te donner. Tu dois rester cordial, tu dois ne pas t'écarter du cadre de l'offre d'emploi, éviter d'inventer des informations aussi, parce que ça c'est embêtant. Et tout ça, on a décidé de le laisser sur un outil no-code aussi, donc de type Airtable, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui varie assez peu finalement, et c'est généralement mis à jour par des profils qui sont tech-friendly, mais qui ne sont pas non plus des développeurs, donc typiquement la team produit, et on les laisse assez libres sur ces choix-là, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, pas trop d'utilité à les mettre ailleurs. On a besoin aussi de notre base de données, parce que du coup, au sein d'une conversation, pour générer le prochain message, il faut quand même savoir ce qui a été dit avant, sinon ce serait un peu lourd pour le candidat en face. Donc pour ça, on requête directement en base, il n'y a pas trop de soucis. Et ce qui est vraiment central, par contre, dans la construction de ce prompt, c'est toute la partie contextuelle. C'est-à-dire que là, nous, il faut que notre système s'adapte aux différentes offres d'emploi. Chaque offre d'emploi va avoir des spécificités différentes, avec des conditions de travail différentes, des horaires différents, etc. Et puis aussi à notre candidat, parce qu'on a probablement certaines informations sur notre candidat déjà dans notre base. Et en fait, l'idéal, ce serait que notre assistant il soit capable de poser les bonnes questions en fonction des informations qu'on a déjà sur lui. Et idéalement, qu'il ne repose pas 15 fois les questions si on recontacte 15 fois la personne, quoi, parce que sinon, ce serait aussi assez lourd au niveau expérience candidat. Et surtout, donc ça, c'est très variable. Et ça a une forte sensibilité parce que du coup, chaque modification de cette partie-là va avoir un fort impact. Si on fait des modifications qui ne sont pas très maîtrisées, potentiellement il y a des questions qui ne vont pas être posées alors qu'on aurait voulu qu'elles le soient, ou il y a trop de questions qui sont posées, ou des questions qui sont posées alors que ça sort du cadre, voilà, c'est très, très sensible. Et donc ça, on a fait le choix de le générer côté de notre software, de notre back-end, en langage naturel, qui est en fait notre langage d'interface ici. Et donc grâce à ça, on s'assure du coup une bonne testabilité. Donc on est assez confiant sur l'évolution de cette partie-là pour rajouter des comportements, etc. Le scaler à d'autres cas d'utilisation également. Un bon versionning, parce que c'est vrai que le versionning en no-code, ça pour le coup, c'est un peu limité. Et donc voilà, en cas de souci, le rollback est quand même vachement plus facile. Et également, on a des outils de monitoring qui sont déjà en place du côté de notre software, dont on profite pas mal. Donc voilà. Donc avec ces choix d'architecture, globalement, on a une première étape d'un système qui est capable d'adapter son discours en fonction des informations qu'il a sur l'offre d'emploi, sur le candidat. Et donc c'est déjà pas mal, parce que du coup, on peut être content de savoir faire ça. Mais c'est pas encore totalement optimal, parce que là, on crée plein d'informations en fait via ces conversations. Et donc ça nous a paru naturel de nous dire, toutes ces conversations, finalement, ça représente une mine d'informations qu'on exploite pas assez du tout. Et donc là, je vous donne un exemple. Donc là, c'est Yanis qui discute avec notre assistant. Et donc il répond qu'il est bien disponible. Et quelques messages plus loin, il nous donne son adresse. Et ça aussi, ça nous intéresse parce que s'il habite trop loin, c'est-à-dire que sur l'offre d'emploi, potentiellement, il n'est pas pertinent. Il va peut-être pas réussir à aller sur place parce qu'après, il y a toutes les questions de moyens de transport aussi également. Donc ça, ces deux informations-là, elles nous intéressent dans notre système. Et on a envie vraiment de récupérer ces deux infos. Si on devait le faire, nous, à la main, côté software, ce serait assez complexe parce que la forme varie beaucoup.
Est-ce qu'il nous dit juste oui? Est-ce qu'il nous dit oui peut-être? Est-ce que voilà, il y a plein de nuances possibles sur la disponibilité. Sur l'adresse, c'est pareil. Est-ce qu'il nous a donné directement le bon format d'adresse avec la bonne orthographe, etc. Ou est-ce qu'il nous a donné juste la première ligne de l'adresse? Et ChatGPT a été capable, parce qu'on l'a quand même bien configuré, d'insister en disant bah ouais, mais j'ai un doute sur ta ville, donc est-ce que tu peux me préciser la ville de ton adresse? Donc en fait, l'adresse, on l'obtient, mais on l'obtient sur 4 messages. Bah ça, pour l'extraire en software, c'est assez complexe. Donc en fait, là, vous avez sûrement deviné, c'est le deuxième cas d'utilisation de ChatGPT dans notre système. Et nous, notre but là-dedans, c'est de mettre à jour notre base de données. Donc pour ça, on utilise nos API, et nos API, elles comprennent plutôt des choses de ce format à droite, type JSON. Et donc, en fait, on est capable, avec ChatGPT, d'extraire très bien, en fait, à partir des conversations dont le format varie beaucoup, quelque chose de beaucoup mieux formaté en JSON comme ça. Et après, il ne nous reste plus qu'à appeler nos API pour mettre à jour nos bases, ce qui est quand même vachement plus efficace et nous fait gagner beaucoup de temps. Et donc grâce à cette deuxième étape, on a d'un côté un système qui est capable de s'adapter, d'adapter son discours sur les infos qu'il a, mais en plus il s'auto-alimente, puisque les conversations qu'il crée, il en récupère le contenu, et aux conversations qui arrivent derrière, il posera moins de questions, ça va être beaucoup plus rapide, ce qui va être intéressant à la fois pour le business, parce que c'est-à-dire qu'on aura vérifié la qualité des candidats plus rapidement, et aussi en termes d'expérience candidat, c'est beaucoup plus confortable, parce que si on est contacté plusieurs fois, on va avoir potentiellement que quelques messages à répondre avant que ce process soit fini, alors qu'au départ, ça va être un peu plus long, quoi. On passe à nos apprentissages. Donc on en a 3 à vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est que cette techno, pour nous, en tout cas pour le milieu du recrutement, elle est vraiment game changer. C'est-à-dire on est vraiment en train de changer le métier du recruteur en bout de chaîne, qui avant passait ses journées à se prendre des noms, et qui aujourd'hui peut consacrer du temps à vraiment avoir des échanges qualifiés, pertinents, avec les candidats qui sont présélectionnés. Et ça a été rendu possible. Donc là, on vous a mis 2 extraits de conversation qui montrent la puissance de la chose. On a nous-mêmes été surpris. Le premier à gauche, donc c'est l'exemple où on vient préqualifier pour une mission qui démarre le 10 novembre. Et dès le début, le candidat dit qu'il n'est pas dispo le 10 novembre et qu'il est dispo à partir du 15 novembre. Et là, on se met à voir notre assistant qui switch de contexte sans qu'on lui a dit. Et donc, vu qu'il a capté une disponibilité qui n'est pas trop loin et qu'il y a des missions derrière qui peut lui correspondre, mais qui vient continuer quand même la préqualification. Alors que dans d'autres cas, il aurait dit simplement non. Et continuer la préqualification, c'est important parce que du coup, il vient capter les fameuses informations sur l'adresse, sur la disponibilité, qui viennent enrichir notre connaissance de nos candidats. Le deuxième message qui est en jaune, c'est en effet, on n'a rien mis à ChatGPT pour ce fonctionnement-là. On fonctionne avec juste du prompt. En revanche, on travaille sur un prompt nickel. C'est-à-dire, en effet, tout le boulot qu'on fait, c'est d'injecter la bonne data dans le prompt. On n'a pas mis de fonction, on n'a pas mis d'injection de data. Et on peut voir qu'avec cette fonction, ChatGPT a quand même des compétences qu'on ne lui connaissait pas. C'est-à-dire que dans une perspective de recruteur, il sait identifier lui-même quand est-ce qu'il faut identifier, de valider la distance entre l'adresse du domicile et l'adresse du travail, parce qu'il pense que ça fait beaucoup. Ça, ce n'est pas une consigne qu'on lui a donnée en avance. On lui a mis la liste de tous les prérequis, mais pas celle-là. Donc il est capable même de dépasser ça parce qu'il sait qu'il est un profil recruteur. Deuxième exemple, donc là ce qui va nous intéresser, c'est le message qui est encadré en jaune. On a des cas, on en a plein, là, j'en ai mis juste un, où on voit que l'assistant, donc on lui a dit il ne faut absolument pas qu'il sorte de son rôle, il ne faut absolument pas qu'il invente des informations. Sinon, c'est la cata, il se met à vous recruter pour un job qui n'existe pas. Mais même malgré ça, on voit qu'il respecte assez bien ces consignes-là. Il reste dans la peau du recruteur, il n'invente rien. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois de le voir aider un candidat à autre chose que ce pourquoi il a été formé, qui était préqualifie-moi la personne. En l'occurrence, à la fin de notre process de qualification, une des dernières consignes de l'assistant, c'est de lui faire passer un test via un lien. Et le candidat doit suivre ce lien. C'est arrivé plusieurs fois que le candidat n'arrive pas à y accéder pour des problèmes informatiques. Et là, notre assistant recruteur devient soudainement assistant informaticien sans qu'on lui en ait demandé. Et ça nous a aussi bluffé quand on vient observer tout ça a posteriori. Oui, donc un deuxième apprentissage, c'était que ça nous a été très utile d'identifier des indicateurs clairs au départ de notre projet pour suivre sa santé. Donc ça peut paraître un peu trivial, mais en fait, réduire ce nombre de KPIs au minimum et les avoir toujours accessibles et les surveiller de près, c'était vraiment essentiel. Donc je trouvais ça pertinent de vous partager ça aujourd'hui en témoignage. Donc sur la partie vraiment engineering, on en a identifié 3. Donc le premier que je vous propose ici, c'est le nombre de conversations qu'on a créées. Donc ça, c'est un indicateur vraiment d'activité. S'il y a des conversations qui sont créées, ça veut dire que notre système il est en train de vivre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si d'un coup on voit qu'il y a un drop, il n'y a plus trop de conversations qui sont créées, voire plus du tout, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part, il faut s'alerter. Et on s'est mis des alertes d'ailleurs dessus. Et donc voilà, il faut s'en inquiéter.
pas forcément un problème lié à notre système directement, mais c'est peut-être un problème en amont aussi, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut regarder. Un deuxième indicateur qui était plutôt sur voir s'il y a une stagnation de ces candidats, c'est le nombre de conversations qui arrivent au bout, qui sont bien clôturées à l'arrivée. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une conversation, en fait, elle dérive. Au bout d'un moment, en fait, il parle de la pluie, du beau temps, il raconte sa vie, et puis en fait, à la fin, il y a 100 messages dans la conversation et c'est jamais fini. Pas très intéressant. Donc pour ça, on veut voir si les conversations arrivent bien au bout, donc un nombre de clôtures, c'est intéressant à surveiller. Et enfin, on voulait voir est-ce que notre système est bien en train de s'auto-alimenter, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien des mises à jour de notre base avec les informations qu'on extrait. Et donc, le nombre de mises à jour des adresses, par exemple, des disponibilités, c'était pertinent à regarder pour ça. Donc ça, c'est plutôt côté tech, et ça, on le regardait via vraiment un dashboard visuellement accessible à chaque instant. Et avec ça, on est assez confiant sur le fait que notre produit est en bonne santé et est en train de tourner. Ça répond en revanche pas à la question est-ce que mon produit il sert à quelque chose. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est plutôt côté produit et business que c'est surveillé. Donc eux, ils sont bien contents de savoir que le produit il vit, il est en train de tourner, mais ils veulent aussi savoir s'il y a vraiment de l'impact. Donc les indicateurs qui sont regardés, c'est plutôt est-ce que les recruteurs, ils ont bien des candidats qui arrivent dans leur pipe, parce que sinon ça veut dire que notre outil il fait pas le boulot, il n'est pas en train de fournir les candidats qu'il est censé fournir. Donc c'est plus la suffisance du flux en sortie. Un autre indicateur qu'on a beaucoup surveillé, c'était le conversion rate, donc c'est-à-dire sur les candidats qui sont vraiment arrivés jusqu'à notre recruteur, combien il y en a qui finissent en mission. Parce que du coup, c'est possible que notre outil il est complètement halluciné ou il est dérivé et il est validé n'importe qui, ou des gens qui correspondent pas du tout finalement. Et donc là, on est plus sur un sujet de qualité finalement de notre système. Et enfin, un dernier que je vous propose, qui est un peu à cheval entre notre lead time, donc c'est-à-dire le temps qu'on va mettre pour alimenter nos recruteurs, et aussi expérience candidat, c'est la longueur des conversations. Parce que si les conversations sont trop longues, pareil, ça veut dire que du coup, on est peut-être trop lourd en fait sur le process, ou alors on n'est pas clair, il y a une configuration qui va pas. Donc le candidat souvent est pas très content de ça. Et aussi, ça veut dire qu'on met du temps à répondre aux besoins de nos clients. Et donc au niveau de notre business, c'est pas très intéressant que les conversations soient trop longues. Donc c'est un indicateur qu'on a surveillé de près et ça nous a bien aidé. Dernier apprentissage, on arrive un petit peu à la question qui fâche. Est-ce que finalement on a fait ça pour nous ou est-ce qu'on a fait ça pour nos candidats ? Étant donné qu'un des points clés de notre mission, c'est de mettre des gens sur le marché de l'emploi avec attention. On s'est rendu compte que par rapport au fonctionnement d'avant qu'on avait, les candidats recevaient une réponse beaucoup plus rapidement. Versus avant, ils avaient soit pas de réponse, soit peu de réponses, soit des réponses tardives. Donc là, on était en faveur du candidat. Deuxième point, on s'est rendu compte que un candidat qui prenait le temps et la motivation de converser jusqu'au bout avec notre assistant avait ensuite plus de chances d'être mis en mission. Donc finalement, ça faisait un gage supplémentaire de motivation et in fine, du coup, ça servait les candidats qui allaient au bout de ce process-là. Le point qui fâche, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est en train de parler à des vraies personnes. C'est des personnes qui cherchent un boulot, donc parfois on met 1 heure, 2 heures pour faire des lettres de motivation, pour candidater, et in fine on se retrouve à parler avec une IA. Donc est-ce que c'est OK ou pas ? Et du coup, le gros enjeu qu'on a voulu mettre en avant ici, c'est on a ouvert la porte d'un univers dans lequel il y a une variabilité qu'on ne maîtrise pas. On parle à des vraies personnes, elles ont toutes leurs problématiques. Il y en a qui vont être en train de conduire, il y en a qui vont être en train de se rendre au boulot, il y en a qui vont être chez elles vont nous parler de n'importe quoi. Je vais vous parler de 2 exemples qui nous ont marqués. Le premier, c'est le candidat qui échange avec nous. On le préqualifie jusqu'au bout. Il est validé, il démarre le job. Et le jour où il démarre, il se retrouve devant le portail. Et là, la porte est fermée, il n'a pas les codes. Il nous écrit, on n'est pas capable de lui répondre. Ça, c'est un cas de variabilité. On n'a pas le bon contexte pour savoir quoi lui répondre. Et le deuxième problème, c'était un problème plus éthique qu'on a vu. On a eu une candidate un jour qui nous a dit « Je ne suis pas disponible, je vais à l'enterrement de mon père ». Et l'IA lui a répondu toutes mes condoléances. Et on s'est dit, est-ce que c'est OK qu'il y ait une IA qui parle avec une vraie personne et qui exprime un sentiment ? Et la réponse est clairement non. Et du coup, pour ça arrive avec notre 3e apprentissage sur lequel on a passé l'essentiel de notre énergie. C'est qu'on vous a présenté ça comme une IA qui finalement vient automatiser toute la chaîne. En fait, c'est un petit mensonge. On voulait finir par ça. En fait, notre assistant, il ne parle pas au nom d'une IA, mais il parle au nom de l'assistante de David. C'est-à-dire, si j'ai un recruteur qui s'appelle David, il va avoir un certain nombre de numéros de téléphone qui lui sont attribués et on va avoir un assistant qui va s'appeler David Alpha. Si j'ai un autre recruteur qui s'appelle Pierre, il va avoir son assistant Pierre Alpha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce qu'on a mis en prod, on ne veut pas remplacer l'employé, non pas parce que ça a généré plus ou moins de sous, mais parce qu'en fait, on a besoin de l'employé pour gérer toute cette variabilité. Et du coup, on a dû concevoir un produit qui servait aux vrais recruteurs, aux vrais Pierre, aux vrais David. Et alors là, c'est un exemple de notre première version du produit qu'on avait appelé Aglaé Vision. Le
premier point, c'est d'être capable de donner de l'observabilité aux vrais recruteurs des conversations qui sont faites en son nom. Donc il faut que le vrai David il puisse voir les conversations, les annoter, les évaluer, mais il faut aussi en fait qu'il puisse prendre le relais. Et dans le système qu'on a mis en production, justement, pour gérer ces cas de déviation, on arrive à identifier quand est-ce que c'est plus OK de lui répondre, quand est-ce qu'on ne peut plus rattacher le nouveau message au contexte de la conversation, et dans ces cas-là, on débraye. On débraye, et dans ces cas-là, on a le système qui émet un petit drapeau rouge, et puis en bon système lean, le recruteur sait qu'il doit prendre le relais sur ce bac rouge. Et ça a été pour nous le principal apprentissage. On ne l'a pas craqué à 100% pour être franc. On a encore des cas de variabilité qu'on découvre. On a encore des cas où le recruteur ne prend pas le relais. Mais l'essentiel pour nous, c'est on a sorti un assistant qui fait de la préqualification et du recrutement. On le gère super bien aujourd'hui. Ça multiplie notre productivité par 50. En revanche, comment est-ce qu'on arrive à avoir toujours cette expérience, cette bonne expérience et ce lien entre la machine et l'humain pour nous. Et on a fait des avancées, mais on a encore beaucoup à craquer. Donc c'est ce sur quoi on va bosser dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Merci à tous, je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. En ligne, ce qu'on a vu, c'est de la séparation homme-machine aussi, si on veut rentrer dans ces débats, et de l'accélération de lead time, mais on ne vient pas faire du lean. Merci beaucoup. On va avoir le temps de prendre des questions dans la salle. Donc la petite box est là. Merci. Je voulais juste savoir, parce que ce n'était pas forcément clair dans les extraits de dialogue que vous avez donnés, si les gens, quand ils parlent avec vous, là, ils savent qu'ils parlent à une IA ou pas, si c'est clair pour eux. Et j'avais aussi la question, vous avez montré toutes les fois où ça s'est bien passé, mais j'imagine sur 30 000 ou je ne sais plus combien d'interactions vous avez eues, est-ce qu'il y a eu des fails que vous pouvez confier où l'IA, ChatGPT s'est mis à parler complètement autre chose et c'était complètement absurde? Alors, est-ce que le candidat sait qu'il parle à une IA? Oui. Est-ce qu'il le sait au début? Pas forcément. C'est-à-dire, on ne cache pas le fait qu'on parle comme une IA, mais s'il demande, on lui dit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire? Non. Parce que ça, c'était dans la première phase. Et la valeur principale de ce qu'on veut mettre en prod, c'est la valeur de transparence. C'est-à-dire, ce qui est clé, c'est que le candidat, il sache, et dans notre vision cible, qu'il ait même le choix entre un mode à la IA où la réponse est instantanée et il peut directement avoir sa réponse, mais il discute avec une IA, ou le cas où en fait, il discute avec un vrai recruteur. Donc potentiellement, ça prend du temps humain, il ne répond pas H24 et ça va être plus long. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire. On ne l'a pas encore fait parce que là, on a mis en prod il y a 2 mois et demi, on est en train de tester et d'apprendre. Mais en tout cas, ouais, c'est l'une de nos valeurs clés. Mais aujourd'hui, on ne lui cache pas, mais on lui dit « je suis l'assistant de tel recruteur » sans lui dire. Et c'est quelque chose qu'on va changer. Est-ce qu'on a eu des cas de déviation sur ça? Oui, on a vu des cas qui disaient « est-ce que je parle à une IA ?» Le système lui disait oui. Du coup, nous, vite, après, on prenait notre téléphone et on appelait le candidat, on était là « qu'est-ce que tu en as pensé ?» etc. Et en général, si le niveau de qualité de réponse était à la hauteur, le candidat était OK. Si le niveau de qualité de réponse n'était pas à la hauteur, le candidat n'était pas OK. Donc ça dépend plutôt de la qualité du service qu'on est capable de lui fournir. Et je ne sais pas si tu as un autre cas de déviation en tête de ChatGPT. Ouais, enfin de déviation, enfin surtout de limitation de notre système, je dirais, c'est parce qu'il y a pas mal de gens où, au bout d'un moment, ils ont envie d'avoir quelqu'un au téléphone, quoi. Donc ils essaient d'appeler le numéro, sauf que le numéro en question, il n'est pas fait pour être appelé. Donc à l'arrivée, il n'y a personne qui lui répond. Et pourtant, on continue d'envoyer des SMS avec ce numéro-là. Donc ça peut créer un peu d'agacement, quoi. C'est des limites que je vois. Des déviations, non. Mais sur les 40 000, ça se compte peut-être en dizaines. Merci. Comment est-ce que vous avez fait avant la mise en prod pour évaluer la qualité des réponses et évaluer le chatbot en général? Très manuellement. Honnêtement, on s'est plongé dans les conversations nous-mêmes. On l'a éprouvé avec toute l'équipe un peu comme on pouvait. On a annoté, fait des retours et puis on a amélioré nos prompts comme ça à la main de manière assez itérative pour arriver à quelque chose qui nous satisfaisait avec un pourcentage en tout cas de satisfaction de notre côté. Pas vraiment de système automatique d'évaluation de ces conversations. Pour ceux qui connaissent le no-code, c'est aussi un des atouts du no-code, c'est on a la mise en prod facile. Et du coup, on a appris aussi sur le temps en s'améliorant. C'était par contre essentiel d'observer. On a une autre question par ici. Est-ce que vous avez envisagé d'avoir une approche plus hybride où c'est toujours l'humain qui répond, mais l'IA qui... Tu veux dire, t'imaginerais un système dans lequel l'humain est en train de... il voit le message pré-rédigé, puis il clique sur envoyer ou non? Ouais, voilà, il peut le modifier, il peut le garder. Ça l'augmente, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite, mais en même temps, il y a toujours un humain dans la boucle. On y a pensé dans la première phase, tu sais, dont je te parlais, quand je disais, tiens, on cherche des usages qui vont augmenter notre side business. Par exemple, faire des réponses préformatées. Par exemple, même on publie des offres d'emploi.
Ça aussi, il y a un humain qui n'est pas le recruteur, qui est la personne qui publie les offres, qui rédige les offres. Ça, on a réfléchi à pré-rédiger les offres sur base d'une IA. C'est typiquement quelque chose où le jour où on s'est dit non, en fait, s'il y a 2 personnes dans le garage qui killent notre marché, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Du coup, oui, on y a pensé, mais on n'est pas allé dans cette voie parce qu'on a vu un truc encore plus gros. Bonjour, merci pour votre talk. Je voulais savoir si votre système discriminait plus que les humains au recrutement et comment vous pariez contre ça éventuellement. Question. Alors pour le coup, les critères c'est assez binaire les critères qu'on veut valider. Donc tous les critères discriminants sont pas posés ici, ils sont sortis hors du cadre en tout cas. Donc ça, on y a veillé pendant nos tests au début. Et donc là, on s'assure vraiment que la personne est à une certaine distance du poste, est disponible. C'est du oui/non. Et s'il a de l'expérience dans tel ou tel domaine. C'est des critères qui sont vraiment très très binaires. Donc, et puis après, à la main, en tout cas, on n'a pas observé de discrimination parce que toutes ces informations discriminatoires n'apparaissent pas dans les conversations. On l'a vérifié aussi, quoi. En fin de chaque conversation, on les clôture, c'est ce dont on parlait. Et pendant la clôture, on analyse les raisons de refus. Pour l'instant, c'est effectivement des critères trop prédéterminés pour qu'on puisse savoir. Nous avons encore une autre question par ici. Bonjour, merci pour le talk, c'était très intéressant. Ça a été quoi votre stratégie de go-to-market sur cette feature-là ? Parce que j'imagine que c'est assez perturbant, en tout cas ça peut pas mal impacter la manière avec laquelle les candidats interagissent, les recruteurs et potentiellement en interne aussi. Est-ce que vous avez sorti pour tout le monde de la fonctionnalité directe ? Est-ce que vous êtes mis des jalons un peu pour observer un petit peu ? Comment vous avez procédé pour vous assurer que ça restait dans les lignes ? On est 2, à chaque fois c'est dur, on se regarde. On a choisi un client déjà, avec lequel on s'est mis d'accord pour tester ça, donc sur un périmètre restreint. Et ensuite, pour être franc, on y a été. Moi, le jour où j'ai appuyé sur le bouton pour mettre en prod, 1 heure après, j'ai appelé mon boss qui est là et un de mes autres boss, il leur a dit il faut désactiver ce truc, ça nous dépasse. Donc en fait, on a juste pris le risque et puis on s'est aperçu que ça marchait. On avait fait plein de tests avant, internes, on avait fait quelques tests externes, mais le jour où ça devient concret, c'est le jour où on le plug à l'émission de chaque commande. C'est-à-dire dès qu'on a un besoin chez nous, en fait, on a un premier algo, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, qui va classer les candidats selon leur pertinence. Et donc ça se fait automatiquement. Et ensuite, on a ce produit-là qui, pour les candidats par ordre de pertinence, sinon on taperait dans le vide en fait, sur notre base, va les contacter. Donc en fait, le jour où on a fait ce lien-là, c'est celui-là qui a été très sensible. Et on y a été. Et, on a une stratégie pour le coup de prendre un client et de s'étendre à partir de ce client. Merci pour le talk. Moi, je me posais la question sur quel type de job c'est utile ce genre d'outil. Est-ce que c'est plutôt sur des jobs d'intérimaire ? Est-ce que sur de la haute valeur ajoutée, ça fait sens aussi ? Nous, pour le coup, on bosse dans l'intérim, donc c'est vraiment que des profils intérimaires qui sont ciblés ici. Après, j'imagine que ça pourrait être adapté à d'autres, mais nous, notre cas d'usage, en tout cas, est vraiment limité à l'intérim parce que c'est notre cœur de métier, quoi. Mais moins c'est qualifié et plus, effectivement, on va être dans du volume. C'est-à-dire, en fait, l'enjeu, c'est on a un grand volume de CV, il faut les trier. Donc, effectivement, mais c'est réplicable au-delà de notre marché actuel. On va en prendre une dernière, puisqu'elle est au 2e rang. Merci pour le talk. J'avais juste une question. Comment vous gérez votre dépendance à OpenAI et potentiellement les périodes de blackout qu'il y a eu qu'on a pu voir sur les API. La période de blackout, je pense qu'on l'a vécu comme tout le monde. On l'a un peu subi. Non, mais je pense qu'on en a appris aussi. C'est-à-dire que nous, elle est assez forte finalement dans notre scénario. Quand OpenAI est down, notre scénario il est down aussi. On a essayé de réduire ça, la friction au minimum. C'est-à-dire que si on devait demain changer de LLM, ce serait pas trop complexe en termes d'architecture dans notre système, mais ce qu'on contrôlerait moins, ce serait est-ce que les comportements en fait, qu'on observe derrière, c'est toujours les mêmes. Remplacer le call API, ça c'est facile, mais est-ce qu'on a les mêmes résultats derrière, ça c'est moins facile. Donc je pense que c'est ça l'impact principal qu'on subirait. Après, pour répondre à tes questions, le blackout, honnêtement, quand il est là, on est alerté, et on sait qu'il y a quelque chose, et puis on les appelle, on essaie de voir est-ce que c'est l'ETA de résolution de l'incident, quoi. Encore merci Thibaut et François, je vous invite à les applaudir. C'est vraiment très intéressant de voir comment vous avez mêlé no code et Gen AI et puis de voir ce beau travail d'équipe entre produit et engineering et cette réflexion pour vraiment faciliter le travail du candidat tout en laissant toujours de la transparence et de la visibilité aux recruteurs. Donc bravo et donc longue vie encore à votre produit. Merci.